petit quart d'heure, je pense 20 minutes, parce que mine de rien, ça fait déjà 2 heures et demie qu'on est en train de travailler, mais c'est pour la bonne cause. Je vais prendre quelques questions. Rania? Rania, Allô? Oui, monsieur. tu as des questions? Bien sûr. Donc tu nous Donc, donnes 3 ou 4, oui, s'il te plaît. oui, oui, d'accord. Donc, se libérer des présupposés pour regarder la réalité n'est pas évident. Donc, vous avez donné un exemple d'un médecin qui a des connaissances en médecine. S'il se débarrasse de ses connaissances théoriques, il ne pourrait pas regarder et détecter les symptômes ou intégralement un syndrome. Les connaissances antérieures dirigent notre conception du monde. S'en débarrasser n'est point possible. Oui, je réponds tout de suite ou bien j'attends? C'est comme tu veux, mais je pense que tu réponds tout de suite, c'est mieux, Hicham. Oui, parce que c'est une question assez complexe et je pense que Zakaria pourrait également avoir quelque chose à dire là-dessus. Quand je dis se libérer de ses a priori, ce n'est pas oublier, on ne va pas écraser tout ce qu'on connaît sur le sujet, mais juste faire un exercice mental et de dire, et si ce que je suis en train de voir a un autre sens que celui que je capte à travers ma position théorique et à travers ma formation. Donc, il ne s'agit pas d'écraser, il s'agit d'être ouvert. Parce que parfois, les médecins, parce que la médecine est un domaine assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans les diagnostics. Ce n'est pas comme le social. Le social, quand je diffère en diagnostic avec un autre chercheur, ce n'est pas trop grave. Du moins, ce n'est pas perçu comme étant aussi grave qu'un malade dont la vie dépend de ses diagnostics. Et donc, vous avez vu que les chercheurs en médecine ne sont pas du tout d'accord sur le traitement du Covid ces derniers temps, si vous avez suivi l'actualité. Et ce n'est pas parce que l'un ou l'autre a raison et l'autre a tort, mais parce qu'ils ont un regard différent sur les données statistiques. Et là, il y a un niveau, je ne veux pas développer là-dessus, parce que quand on collecte des données statistiques, on les collecte directement des individus, mais l'analyse ne porte plus, l'analyse statistique ne porte plus sur les individus, sur les cas singuliers. Il porte sur les paramètres de la population, sur les moyens des écarts types, sur les coefficients de régression, etc., qui sont calculés comme des calculs moyens d'une population, c'est-à-dire une observation moyenne de ce qui se passe dans la population. Et donc, quand je m'attache toujours au même cadre théorique, je peux ne pas voir des choses qui soient intéressantes pour une meilleure compréhension de l'objet d'étude. Voilà. Je peux dire, oui, je peux dire juste 2 mots par rapport à ça. Donc, il faut les situer là, dans le contexte de cette phrase, de se libérer des présuppositions. Hicham l'a dit quand il a parlé de l'abdaction. C'est-à-dire, mais ça, c'est-à-dire pour découvrir des choses nouvelles. Mais je crois que ça concerne toutes les disciplines, la médecine y compris. Pour des découvertes nouvelles, il faut souvent se débarrasser de toutes les frames, les structures et les cadres de pensée conventionnels qui existent pour aller de l'avant. Si on est encapsulé dans ces conventions, aussi bien dans le domaine de la médecine qu'au bien dans le domaine de la biologie et de la recherche de biologie, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des laboratoires de biologie. À chaque fois qu'on veut découvrir des choses nouvelles, ce sont des gens qui se débarrassent complètement de leurs cadres, des cadres et des structures conceptuelles et des approches qui existent déjà. Et pour découvrir, sinon, on ne découvre jamais quelque chose de nouveau. Ça, c'est très important. Deuxième chose, ce qu'on appelle les pre-assumptions, c'est-à-dire ces présuppositions, des a priori qu'on a déjà. Si on est resté enfermé dans ces a priori, on n'avance jamais. On va ressasser ce que les autres ont fait. John Borman et Abdullah Hamoudi, ils ont écrit un livre magnifique qui s'appelle Been There. Been There, pour parler de l'ethnographie de manière générale dans différents contextes. Et ils ont forgé un mot que j'aime beaucoup, qu'on appelle un learning.
Un learning, un learn. Un learn, c'est-à-dire c'est un processus. C'est pas quelque chose, c'est un processus. Un learning, on peut traduire ça par des apprentissages. Des apprentissages. Un learning, c'est-à-dire c'est un processus où on doit désapprendre tous nos a priori, tous nos acquis pour pouvoir regarder avec des yeux neufs et avec un esprit neuf la réalité. Et je crois que ça, c'est très important dans toutes les recherches qui se font. Merci. Merci, Merci Zakaria. à vous. Oui, Rania. Donc, il y a une autre question qui est est-ce que possible d'employer le raisonnement hypothéto-déductif dans un domaine qui prévoit la collecte du corpus? Répétez, s'il vous plaît. Est-ce possible d'employer le raisonnement hypothéto-déductif dans un domaine qui prévoit la collecte du corpus? La collecte du corpus. Ce n'est pas une question claire. Hein? Donc, moi, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut utiliser cette approche hypothético-déductive dans un domaine de l'histoire, par exemple, si j'ai bien compris? Désolé, il a donné un exemple de la toponymie, étude des noms de lieux. Je crois que c'est quelqu'un qui fait la linguistique. Non. Et les lettres. Oui, c'est quoi le raisonnement? Je n'ai pas compris la question, mais c'est quoi le raisonnement hypothéco-déductif? C'est un type de raisonnement assez utilisé dans certains types de recherche en sciences sociales. C'est quand tu déduis, c'est-à-dire, pour comprendre le contexte, l'empirisme traditionnel prônait que le savoir ne peut être développé qu'à partir de l'observation. C'est-à-dire, il n'y a que l'observation. Le savoir commence avec l'observation directe des données empiriques. Le raisonnement hypothéco-déductif a commencé à être développé avec l'école de Vienne. C'est des logiciens, des spécialistes en logique, qui réclamaient que l'observation seule ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant pour construire un savoir à partir de l'observation. Il y a une dimension logique qui est la seule capable de capter ce qui se passe dans la réalité. Et donc, les différentes théories développées par les chercheurs devraient faire l'objet de tests hypothéco-déductifs, c'est-à-dire déduire des hypothèses de ces théories, ces efforts logiques de comprendre le réel, et les tester avec des données collectées. Et donc, si les données confirment l'hypothèse, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la théorie est bonne, et si les données ne confirment pas l'hypothèse, cette théorie devrait être améliorée ou abandonnée. Sachant qu'en sciences sociales, beaucoup de théories cohabitent, ce n'est pas conscience exacte, une théorie annule la précédente. Mais c'est ça le mode de raisonnement hypothéco-déductif, quel que soit le domaine d'application, que vous ayez un corpus en linguistique, ou bien en économie, ou bien en sociologie, en histoire, c'est la même chose. Même les données qualitatives peuvent faire l'objet d'une certaine version de la logique hypothéco-déductive. J'espère que c'est maintenant un peu plus clair. Très bien. Hicham, est-ce que tu permets de dire un peu, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions par chat. On prend 3 questions par voie orale. Oui, allez-y, bien sûr. Alors, pour madame, je crois qu'il y avait une dame qui a demandé ça tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Vous pouvez poser des questions en direct. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Parole. Qui c'est qui veut parler? Oui, c'est Anas. Vas-y. Riwal, Anas. Bonjour. Bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier de vos interventions qui sont vraiment intéressantes. Et ma question est la suivante. Moi, je travaille sur la littérature. Moi et un certain nombre des participants, certainement. On a un grand problème avec la collecte des données lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire la revue de littérature. On a beaucoup de théories qui vont dans tous les sens.
on a beaucoup de méthodes, on a beaucoup de démarches, donc on n'arrive pas vraiment à se positionner par rapport à tout ça. Donc, quel serait le choix convenable? Je m'explique. On a par exemple une dizaine de théories qui s'intéressent à la littérature. Lorsqu'on choisit un sujet, on se trouve à l'intérieur d'un amalgame de théories et on n'arrive pas à se décider. Et comment peut-on aussi faire choisir parmi le corpus qu'on peut avoir les textes qui nous seront très utiles? Merci. Très bien. Zakaria? Alors, moi je crois que c'est pas le problème de la littérature seulement, c'est le problème de tous les domaines de recherche. C'est-à-dire, on se trouve en anthropologie sur une question de recherche avec une multitude de théories et d'approches. En sociologie également, hein, et en sciences politiques également. Donc, c'est pas la question de la multitude des théories et d'approches qui pose problème. Je crois que ce qui pose problème, c'est la spécificité, hein, et la clarté de la question de recherche et de l'argument qu'on veut développer et défendre. C'est ça qui pose problème. Une fois qu'on a un domaine de recherche bien défini, une question de recherche bien spécifiée, l'argument clair et élaboré, là on commence à élaborer, à cibler en quelque sorte la littérature pertinente, indépendamment des théories élaborées. Par exemple, on commence par 3, 4 textes et on compare ces textes. Quelles sont les théories utilisées? Pourquoi il utilise cette question? Sur le même sujet, hein, qui traite la même question que vous voulez traiter, par exemple. Et on va confronter ces approches ensemble. Et à partir de là, on approfondit, c'est la pratique qui compte. On va laisser de côté, on continue notre lecture et on va comparer à chaque fois, relire, comparer, relire, contraster, connecter cette littérature qui s'accumule de plus en plus. Et plus on accumule la littérature, plus on accumule l'expérience, et plus notre sens critique, analytique critique se développe. Et là, on commence à perdre le tri et le choix. Quelle est cette théorie, quelle est cette approche qui serait davantage pertinente pour mon cas, pour l'autre, et pourquoi? Merci. Oui, j'ai vu des questions sur l'argument d'autorité. Je dois clarifier quand même que quand on cite, ce n'est pas un argument d'autorité, parce qu'on cite un auteur, on discute son argument, on le cite, soit quand on est d'accord ou pas d'accord, soit quand on est partiellement d'accord, etc., ou bien pour le confronter. Mais l'argument d'autorité, c'est de citer la source sans l'argument. Quand je dis ce que je dis est vrai, parce qu'un tel l'a dit, c'est là un type d'argument d'autorité. C'est clair, j'espère que c'est clair parce que j'avais 3 ou 4 questions. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a une autre question directe? Orale. Oui, Fatem Zahra, Issef. Allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour votre présentation. Et en fait, je m'intéresse au marché boursier, dans la finance du marché. Et je m'intéresse plutôt au sujet de l'efficience du marché. Dans le cadre de ma littérature, je me suis basée sur plusieurs concepts et plusieurs théories. Mais en fait, comment choisir vraiment les théories pertinentes dans mon sujet? Parce que j'ai plusieurs méthodologies, j'ai plusieurs concepts dans plusieurs disciplines pour faire référence à l'efficience. Mais le choix vraiment pour la rédaction de la thèse, on doit choisir 3 théories. Sur quoi je dois me baser plus exactement. Je crois que ça, on va le voir. Zakaria, si tu permets, je peux apporter un élément de réponse vu mes domaines d'intérêt. Oui, bien sûr. Alors, pour la bourse et tout ce qui est marché financier, de façon générale, il y a des articles et des publications incontournables qu'on considère comme étant des fondamentaux.
prenez les travaux de Jensen et Meklin sur la théorie de l'agence. Donc, obligatoire. C'est obligatoire pour quelqu'un qui travaille sur la bourse de connaître la théorie de l'agence. Allez-y, faites des lectures obligatoires sur l'asymétrie de l'information. Vous comprenez? Oui, oui, monsieur. C'est déjà ça, en fait. Faites des lectures basé sur la théorie d'agence. Oui, sur les coûts, sur le coût de transaction. Parce que la bourse est un marché, c'est un lieu où transigent énormément d'informations. Les trois sont les piliers. Ce n'est pas une recette, comme disait Hicham tout à l'heure, mais ce sont les fondamentaux. La théorie de l'agence, la symétrie de l'information et les coûts de transaction. Ce sont des articles fondamentaux qui datent des années 60 et des années 70, mais qui sont d'une très grande actualité. Oui, Zakaria? Merci beaucoup. Oui, ça, on va le traiter de façon générale, on va le traiter quand on va étudier l'articulation empirique et théorie. Donc, je crois, on va le discuter de façon assez exhaustive, Hicham et moi. Donc, on va l'aborder de façon générale, pas nécessairement en lien avec la finance, en lien avec l'économie sociale ou avec l'épidémiologie, mais de façon générale, comment on articule. C'est pas le plus important ici, c'est pas comment on choisit une théorie, c'est comment une théorie nous choisit. C'est ça le plus important. C'est-à-dire à partir de nos lectures, à partir de nos travaux, il y a une forme d'articulation entre nos terrains de travail. Éteignez le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, éteignez le micro, s'il vous plaît. Il y a des gens qui parlent au téléphone en background, donc please, désactivez le micro. Voilà, merci. Comme je le dis, le plus approprié de dire, ce n'est pas comment nous choisissons la théorie, c'est comment la théorie nous choisit. Parce que effectivement, c'est ça, c'est la théorie qui nous choisit. Mais ça vient après tout ce qu'on vient de dire. La revue de littérature, critique, comparer, contraster, etc. Et à partir du moment d'avoir maîtrisé les théories, il faut les maîtriser d'abord avant de les choisir. Une fois qu'on les maîtrise, qu'on dialogue avec ces théories, à partir de notre posture et perspective, à partir de nos recherches et de nos intérêts, là, l'articulation commence à se tisser entre nos terrains d'intérêt et entre une théorie pertinente. Tout à fait. On aura l'occasion, il nous reste 4 séances supplémentaires. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, je suis doctorant en sciences de l'éducation. Et là, j'ai une petite question à vous, si vous permettez. Étant donné que je suis inscrit en ma première année de cycle doctoral, je trouve toujours la difficulté si vous voulez, d'arriver à un champ, à un topic, comme vous avez déjà parlé, s'installer sur une idée. Chaque fois que je fais des lectures, il y a toujours un chevauchement, il y a toujours un changement. Et donc, je vois que cette question de revue de littérature, elle est en quelque sorte, il vient en deuxième plan après un ensemble de lectures préliminaires, si vous voulez. Et donc, si vous permettez, quelles sont vos recommandations pour des jeunes chercheurs qui sont inscrits surtout en première année de cycle doctoral, parce que vraiment, c'est la première année, c'est le flou et le flou total. Je m'excuse pour ce concept. Deuxième question. On a parlé des 5 C, et je vois peut-être que est-ce qu'il serait possible d'ajouter un 6e C, à savoir construire, parce que en citant, en comparant, en contraster, critiquer, connecter, mais finalement, il faut peut-être une petite production vers la fin de la connexion, à savoir la construction. Merci beaucoup. Oui, Zakaria? Construction, c'est ce qu'on entend par la critique. La critique, comment toi, tu construis ton argument à partir d'une analyse critique
hein, de cette littérature. Donc, ça ajoute à rien d'ajouter un C, parce que la critique suppose cela. Suppose, c'est-à-dire, fait tout ça, contraster, comparer, pour pouvoir critiquer. Critiquer, c'est-à-dire, c'est élaborer un argument supplémentaire, neuf, par rapport à ce qui a été dit. Donc, c'est pas. La première question, c'est une question qui concerne tout le monde, hein, qui concerne ceux qui sont en première année comme ceux qui sont en dernière année. C'est-à-dire, et c'est pas que ceux qui sont en première année et ceux qui sont en train d'élaborer un projet de recherche, même pour des chercheurs confirmés. Tout cela veut dire que entre le topic et la revue littérature, il y a toujours des va-et-vient. Une fois le topic est défini, c'est pas définitif. On va faire des revues de littérature. Et à partir de notre lecture de revue de littérature, on va revenir au topic pour le respécifier, le changer peut-être, le modifier ou lui donner une nouvelle posture. Donc, ça, on n'a pas parlé comment formuler un topic, une question de recherche, la raffiner, la spécifier, mais il faut avoir en tête que il y a toujours c'est pas définitif, une question de recherche, une fois définie, on va à la revue de littérature, on revient à notre question de recherche et on va la questionner davantage, jusqu'à ce qu'on va la raffiner et la spécifier à partir de première lecture. Et à partir de là, on fait une deuxième lecture de la revue de littérature à partir de la question de recherche, hein, pour aller plus loin. Donc, c'est un processus. C'est pas une étape finie et on passe à une autre étape. Ce sont tous des étapes, hein, qui sont dans un cycle, hein, on revient toujours à la première étape à partir de chaque étape qu'on fait. C'est-à-dire, donc ça, il faut avoir ça en tête. Et c'est normal d'être brouillé, d'être éparpillé, d'avoir une ambition énorme au début, vouloir faire plusieurs choses. Mais il faut déjà spécifier un topic, il faut s'y tenir au début, faire des lectures en fonction, revenir au topic, changer, le modifier ou le respécifier. En tout cas, c'est un travail itératif. Oui, oui. J'ai une proposition pour les autres. Juste une recommandation. Pour les participants qui n'ont pas pu rejoindre la plateforme, la Classroom, essayez s'il vous plaît de créer un compte Outlook Explorer, c'est gratuit. Et je vous encourage à poster vos questions sur la plateforme une fois que vous êtes dedans et échanger entre vous aussi, parce que je suis sûr que beaucoup d'étudiants ont aussi des choses à ajouter. Et donc, ça ne va pas être ces 5 semaines qui vont nous réunir ensemble, ça ne va pas être juste vous poser des questions et on répond, mais pendant la semaine, vous avez la plateforme dans laquelle vous pouvez échanger. On peut également de temps en temps intervenir, partager des lectures, etc. Donc, merci. Très bien. Merci. Alors, un certain monsieur Ben Qassem et Sana, après. C'est les dernières questions à Sana. Oui, tout à fait. Ben Qassem. Fatigué. Oui, et bonjour. Oui, c'est Madame Ben Qassem Montaha. Donc, ma question, c'est à propos des recherches mixtes. En fait, j'ai terminé ma thèse de doctorat en méthode qualitative. Et là, j'étudie postdoc et je suis en train de préparer une étude quantitative pour compléter en fait les résultats et enrichir les résultats trouvés dans l'étude qualitative. Donc, la question, c'est de la présentation des résultats dans un article d'une étude mixte et à quel point donc l'étude qualitative réalisée en 2017 peut être complétée par une étude réalisée en 2019. Oui. Voilà. Vous faites votre travail sur quel thème? Moi, sociologie de travail sur la flexibilité et la précarité des emplois dans les centres d'appel. Oui. En fait, il y a 3 types de combinaisons entre qualitatif et quantitatif, indépendamment de leur séquence dans le temps. Parce que vous parlez de
de vos données qualitatives collectées pendant la thèse, et là, vous voulez les compléter par le Conti. Alors, il y a trois types de combinaisons. Soit votre travail qualitatif vous a identifié des pistes qui ne peuvent être explorées que dans le quantitatif, c'est-à-dire que cibler un échantillon assez large pour pouvoir vérifier certaines conclusions que vous avez atteintes lors de votre travail qualitatif. Ça, c'est la première formule qui est la seule qui est disponible, vous est disponible dans votre cas de figure parce que vous avez déjà terminé le qualitatif. Deuxième, c'est quand vous faites une enquête quantitative et que vous ne comprenez pas suffisamment certaines corrélations, certaines associations entre variables, et vous voulez situer ces corrélations qui sont basées sur des moyennes dans un contexte particulier, c'est-à-dire voir comment ils sont vécus dans des récits de vie, des expériences vécues, personnelles, etc. La troisième formule, c'est de faire les deux en même temps en répondant à des questions de recherche différentes, mais complémentaires. C'est-à-dire vous commencez votre protocole de recherche à la fois quantitatif et qualitatif. Le qualitatif, c'est les cas particuliers, les récits, les singularités, ça capte la singularité, c'est-à-dire moi je vis un certain vécu d'une certaine manière, l'autre d'une autre manière, mais on se recoupe un peu au milieu. Et le quantitatif, c'est une analyse qui est fondée sur les agrégats, sur les moyennes dans une population, qui permet d'élaborer certains types de conclusions qui est supérieure au niveau individuel et singulier. Donc, pour votre cas particulier, vous pouvez voir ce que vous a appris ce travail qualitatif et comment il peut inspirer vos questions de recherche dans l'étape quantitative. C'est Hicham. Oui, allez-y, madame. Je m'excuse juste pour généraliser, pour pouvoir généraliser les résultats trouvés dans la recherche qualitative. Est-ce que c'est possible? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Je ne sais pas ce que tu penses, Zakaria, mais je ne pense pas que vous pouvez généraliser les résultats de votre étude qualitative à partir d'une enquête quantitative. À moins qu'on soit d'accord sur ce que c'est généralisé. Et donc, peut-être on aura l'occasion d'en débattre dans les séances prochaines, mais on ne peut pas trancher ça ici. Très bien. Oui, Zakaria? Non, c'est bon, on en parlera. Très bien. Alors, mademoiselle Sana? Oui, monsieur. Vous arrivez à m'entendre? Oui. Oui, on vous entend. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité des présentations, vraiment de haute qualité, et pour le partage très enrichissant. D'accord. Et puis, mon intervention, ça concerne plus spécifiquement la liaison entre l'approche théorique et entre la méthodologie. Je sais que vous allez le traiter par après, mais juste une petite nuance que j'ai. Voilà, premièrement, j'ai une approche théorique sur laquelle je vais travailler. Elle est plus ou moins donc, je suis dans l'interdisciplinarité, mais beaucoup plus pointue. Je travaille dans la didactique des langues, mais la recherche que je vais mener sera focalisée sur une population très spécifique, c'est-à-dire les étudiants, par exemple, dans le domaine de la santé. D'accord. Alors, jusque-là, la théorie sur laquelle je vais travailler, par exemple, on applique et prétend que si on applique ça et ça et ça, donc on aura comme résultat X ou Y, donc tel résultat. Mais le problème que j'ai, c'est que quand je vais travailler dans l'étape de l'expérimentation, je vais travailler avec le quali à la fois et le quantitatif. La combinaison que vous venez de traiter dans le troisième cas de figure, c'est-à-dire j'ai déjà des questions de recherche sur lesquelles je vais répondre par le biais du qualitatif et du quantitatif. Alors, la question qui se pose ici pour moi, c'est que c'est quoi ma posture épistémologique et ontologique, le raisonnement argumentatif, puisque je vais partir d'une théorie déjà, elle est là, je suis dans l'hypothéco-déductif, ce que j'ai compris, mais le problème quant à la partie qualitative que je vais mener par après.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction, ou bien je n'arrive pas donc à comprendre ou bien à me situer. Voilà, et je vous remercie. Je ne sais pas si la question était claire. Oui, oui, c'est une question claire, mais qui fera l'objet d'approfondissement dans les deux séances articulation théorie et empirie, parce que j'aimerais bien juste préciser qu'il y a une grande différence entre méthodologie et méthode de recherche, qu'on va le voir dans la prochaine séance. Donc, il ne s'agit pas de données. Le raisonnement est indépendant du type de données. C'est-à-dire le type de données à collecter, ça vient après, dans le processus d'élaboration de votre projet de recherche. Mais si vous pouvez rappeler cette question lors de la prochaine séance. Oui, et s'il vous plaît, essayez de rejoindre la plateforme. Vous pouvez revisionner la vidéo, l'enregistrement de cette séance. Vous pouvez poser des questions et vos collègues pourraient répondre, partager leurs expériences, parce que l'apprentissage est collaboratif et n'est pas... Essayez de rejoindre la plateforme, s'il vous plaît. Si on veut rejoindre la plateforme, on ne choisit pas donc c'est-à-dire via le web. Non, vous installez l'application. L'application. Oui, parce que j'ai eu des problèmes, je l'ai déjà installé, mais ça marche pas. Je vais voir. Créer un compte Outlook. Oui, c'est ce C'est que j'ai très intéressant parce qu'on va travailler ensemble pendant 5 semaines. C'est mieux d'entrer, comme l'a dit Hicham tout à l'heure, depuis l'application et non pas le web. Parce que ça va vous donner accès à un certain nombre de documents que les collègues vont mettre sur la Classroom. Et puis, vous aurez l'enregistrement et ça va faciliter l'échange et la qualité même de l'image, etc. vont s'améliorer. Merci. Donc, sur ce, je remercie mes chers collègues et amis, professeur Zakaria Ghani et professeur Hicham Ait Mansour, pour la qualité de leurs propos et pour l'enrichissement, en tout cas, qu'ils ont apporté à ce que les uns et les autres connaissent dans le domaine. Certainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont ouvert l'appétit à beaucoup de jeunes chercheurs pour aller de l'avant. Ce n'est qu'un début et on va enchaîner, Inch'Allah, la semaine prochaine avec la deuxième séance. Je vous remercie de tout cœur. Je remercie l'équipe de l'IMEA qui était derrière l'organisation logistique avec nos amis. Et à la prochaine, je remercie tous les participants et toutes les participantes pour leur participation active, pour leur message sympathique. Nous considérons que nous contribuons, en tout cas autant que faire se peut, à la promotion de la recherche scientifique à travers la mission de notre institut. Je vous remercie tous et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. À la même heure, Inch'Allah, vendredi prochain.